Bienvenue à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire Verifimo qui a pour but donc, de retracer la jurisprudence relative aux actions en justice contre les banques dans le cadre des financements des projets de construction de maisons individuelles. On va vous présenter donc, différents cas de jurisprudence et ensuite on vous laissera donc quelques 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, les micros sont coupés. On vous invitera à poser vos questions via l'espace de discussion qui est mis à votre disposition. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, Blandine Douot, directrice des opérations au sein de Verifimo, et je suis accompagnée ce matin d'Anne Laruelle. Voilà, responsable juridique chez Verifimo. Donc, petite présentation rapide de Verifimo en préambule pour ceux qui nous connaissent peut-être un petit peu moins. Verifimo est donc partenaire des établissements bancaires qui souhaitent déléguer une partie de leurs obligations dans le cadre des étapes préalables à l'émission des offres de prêt à la construction de maisons individuelles. Nous intervenons sur des projets de construction, mais également sur des projets de travaux surexistants, toujours exclusivement dans le cadre de la construction de maisons individuelles. Nous vous proposons aujourd'hui 4 cas de jurisprudence de 2023 dans le cadre du financement des projets de construction par la banque. Je vais faire défiler, excusez-moi, ce support que je n'avais pas fait défiler. Un mot rapide sur Verifimo pour comprendre en quoi effectivement nous suivons de près la jurisprudence relative à la construction de maisons individuelles pour mieux comprendre l'expertise et l'expérience de Verifimo sur ces sujets-là. Donc, Verifimo a plus de 30 ans d'expérience sur les sujets de la conformité réglementaire des projets de construction de maisons individuelles. Verifimo, c'est une société indépendante. Cette indépendance lui permet un rôle de tiers de confiance dans l'étude des projets pour le compte de l'emprunteur et pour le compte de la banque. Nous sommes en lien direct avec l'emprunteur, car suite à la réception du dossier par la banque, nous l'accompagnons dans le montage de son projet, de la complétude jusqu'à l'accompagnement à la mise en conformité aux besoins. Donc, nous sommes composés d'une équipe d'analystes experts et nous étudions à peu près 10 000 projets de construction par an. Donc, notre métier historique, c'est le contrôle de la conformité réglementaire au regard de la loi de 90 des projets de construction de maisons individuelles, que ce soit en présence de CCMI ou hors CCMI. Et au fil du temps, on a déployé un certain nombre de modules comme l'étude de la cohérence budgétaire des projets, la vérification des compétences des autoconstructeurs ou la vérification des attestations d'assurance décennale des intervenants au projet et également la certification des attestations d'assurance, dommage ouvrage ou garantie de livraison. Alors, en introduction de ce webinaire, pour préciser en quoi effectivement la veille juridique est un sujet chez nous et le suivi de la jurisprudence est vraiment un élément essentiel pour nos activités puisque cette veille nous permet bien sûr une meilleure connaissance du marché et des évolutions des pratiques, la position des juges sur les différents dossiers qu'ils sont amenés à trancher, l'évolution du nombre de procédures engagées, la volonté du particulier devant le tribunal pour régler un litige. Cette veille nous permet également une meilleure approche et une meilleure appréciation du risque en fonction du motif de la condamnation et de l'ampleur de la condamnation. Et elle nous permet également, bien sûr, d'améliorer nos process de manière continue et de prendre en compte tous ces éléments de contexte pour adapter nos process. Même si, bien sûr, c'est difficile de présager de la position d'un juge sur un dossier et de l'avenir du projet, ces informations sont importantes pour aiguiller nos décisions et nos process. Je vais laisser tout de suite donc, la parole à Anne qui va nous présenter donc, le premier cas de condamnation, un cas de janvier 2023, qui met en évidence jusqu'où la responsabilité de la banque peut être engagée au titre du devoir de renseignement et de conseil. Oui, merci Blandine. Donc, ce premier cas de jurisprudence, c'est donc un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 de début d'année qui requalifie en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan un dossier qui, au départ, avait été financé sans contrat de construction de maison individuelle. Donc, de quoi s'agit-il? En juillet 2011, des maîtres d'ouvrage signent avec une entreprise un marché de travaux pour la somme de 215 000 €.
Associé à ça, en décembre 2011, il y a la signature de 2 actes de prêt. Dans ces actes de prêt et dans l'acte notarié, il y a une clause qui explique au maître d'ouvrage qu'il ne bénéficie pas des protections du CCMI et que ni de la garantie de livraison à prix et délai convenu, qui est toujours associée au contrat de construction de maison individuelle, et donc qu'il connaît les conséquences préjudiciables que peut entraîner ce défaut de protection légale. Le chantier est démarré, abandon de chantier par l'entreprise. Le maître d'ouvrage met en demeure l'entreprise, il n'y a pas de réponse. Donc, ils attendent plusieurs procédures, dont une devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, à l'encontre de la banque qui a financé l'opération, pour manquement à son devoir de conseil et d'information. Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, en juillet 2018, les déboute. Il dit « La banque a parfaitement satisfait à son obligation légale d'information et de conseil. Le maître d'ouvrage était informé de l'absence de garantie de livraison à prix et délai convenu, donc je ne condamne pas la banque. » Le maître d'ouvrage, en novembre 2018, fait appel. Et là, la cour d'appel revient complètement sur ce que le premier juge a dit et retient la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle indique que l'organisation du chantier nécessitait un contrat de construction de maison individuelle. Il n'y en a pas eu. La banque est condamnée. Alors, qu'est-ce qu'elle indique pour retenir ça? Ce qu'elle voit, c'est que l'entreprise Y avait, dans son contrat, fournissait les plans, réalisait l'intégralité de la construction pour le montant de, et il y avait certains lots qui étaient sous-traités, mais les maîtres d'ouvrage n'avaient pas le choix des sous-traitants. Et donc, il aurait fallu signer un contrat de construction de maison individuelle. Et donc, la banque retient la cour d'appel, retient la responsabilité de la banque. La banque, pas contente, se pourvoit en cassation. Et la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel en janvier 2023, ce qui fait l'objet de cet arrêt du 11 janvier 2023. Et donc, que dit la Cour de cassation? Une consultation, même rapide, du marché et du descriptif suffisait pour un banquier normalement diligent, professionnel du financement de la construction, on va revenir là-dessus, de s'apercevoir que la réglementation d'ordre public n'était pas respectée. Donc, la banque, elle a eu un certain nombre de documents pour financer. Dans ces documents contractuels, eh bien, on voyait bien que l'entreprise X, elle fournissait les plans, elle réalisait la construction pour un certain montant. Elle faisait appel à des sous-traitants, mais qui n'étaient pas le choix du maître d'ouvrage. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça relevait de la loi de 90 et ça relevait de l'obligation de signer un contrat de construction de maison individuelle. Ça, c'est le premier point essentiel. Et le deuxième point, il faut toujours retenir que la jurisprudence, tout le temps, nous dit que le banquier, c'est un professionnel du financement de la construction. Et à partir de là, eh bien, il faut qu'il regarde et qu'il vérifie l'opération qu'il finance. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ce que je vous expliquais au démarrage, c'est que dans ce cas-ci, il y avait une clause dans le prêt et dans l'acte notarié qui disait au maître d'ouvrage, vous êtes bien informé que vous n'avez pas bénéficié du contrat de construction de maison individuelle, vous êtes bien informé que vous n'avez pas la garantie de livraison et de livraison à prix et délai convenu, et vous en faites votre affaire personnelle. Eh bien, la Cour d'appel et la Cour de cassation disent, il ne peut pas être suppléé aux carences du contrat par l'insertion dans les actes de prêt d'une clause indiquant à l'emprunteur qu'il ne bénéficiait pas des garanties afférentes au contrat de construction de maison individuelle. Donc ça, c'est un point très important. Non seulement vous êtes professionnel, banquier, vous êtes professionnel du financement d'une construction, vous devez, avant l'édition des offres de prêt, vérifier les documents qui vous sont soumis à l'appui du projet de construction des maîtres d'ouvrage et il ne suffit pas d'indiquer dans un prêt ou dans un acte notarié, monsieur le maître d'ouvrage, vous êtes bien conscient que vous n'avez pas de contrat de construction de maison individuelle et que donc vous en supportez toutes les conséquences. Donc là, c'est un arrêt particulièrement sévère. Et de surcroît, un arrêt de Cour de cassation, donc qui est évidemment définitif. Voilà, ça c'est pour la
le point de vue vraiment de la responsabilité de la banque pour la condamnation. Eh bien, dans ce cadre-ci, la banque elle est condamnée à supporter une somme totale de 64 380 € qui se répartit en préjudice matériel de 51 380, un préjudice moral de 10 000 et puis 3 000 € au titre de l'article 700, donc l'indemnité de procédure. Pourquoi ces montants-là? Parce que le chiffre retenu par la Cour du dommage qui a été causé au maître d'ouvrage du fait de l'absence de CCMI et de l'absence de garantie de livraison avait été évalué à 102 760. Et là, la Cour, elle prend 50% parce qu'elle considère que le maître d'ouvrage, il a eu une perte de chance de contracter le bon contrat. Et cette perte de chance, elle est toujours évaluée en pourcentage du coût total des travaux nécessaires pour finir la construction ou pour indemniser le maître d'ouvrage de son préjudice. Voilà pour ce premier cas. Alors, pour le cas suivant, il s'agit d'un projet qui a été présenté à l'établissement prêteur hors CCMI, qui au final a été requalifié en contrat de construction de maison individuelle, modèle sans fourniture de plan. Alors, un deuxième cas de l'arrêt de cour de cassation, celui-là du 18 janvier 2023, donc qui requalifie en effet en CCMI sans fourniture de plan un dossier hors CCMI. Donc en janvier 2011, un banquier accorde un financement de 150 000 € sur base de 2 devis, dont un mentionne construction de maisons individuelles. En novembre 2012, finalement, les maîtres d'ouvrage changent d'entreprise et décident de signer avec l'entreprise Y, alors que le banquier a accordé son prêt sur base des devis de l'entreprise X. Les travaux démarrent, il y a un versement par les maîtres d'ouvrage d'une somme de 86 000 €, donc à la société Y avec laquelle ils ont décidé de faire construire. En juin 2013, la société Y abandonne le chantier, il y a une expertise et il y a la découverte de nombreuses malfaçons. En septembre 2015, les maîtres d'ouvrage, du coup, assignent la société Y, ses assureurs, donc la société Y, cette fois, elle n'a pas disparu, parce que souvent, malheureusement, la société disparaît, et la banque qui a financé pour défaut d'information et de conseil. Et en avril 2017, le TGI de Paris, le tribunal de grande instance de Paris, condamne la banque pour défaut d'information et de conseil parce qu'il dit qu'il y aurait dû avoir un CCMI et une GL. Et donc, le TGI condamne la banque à réparer, encore une fois, le préjudice des maîtres d'ouvrage et à réparer la perte de chance d'avoir pu avoir le bon contrat qui protège et la garantie de livraison à prix et délai convenus. Alors, pourquoi est-ce que la banque est condamnée? Eh bien, comme d'habitude, la banque, le tribunal dit les devis mentionnés construction de maisons individuelles, la banque n'aurait pas dû financer à partir du moment où il était noté dans ses devis construction de maisons individuelles et que manifestement, l'entreprise était chargée de réaliser la construction pour un prix X. La banque répondait, dans le cadre de sa défense devant le tribunal et devant la cour d'appel, la banque disait « mais attendez, moi j'ai financé sur base d'un devis de l'entreprise X et les maîtres d'ouvrage, ils ont finalement été construire sur base du devis de l'entreprise Y, que moi j'ai pas vu ». Eh bien, la cour d'appel et ensuite la cour de cassation n'ont pas retenu cet élément-là. Donc, c'est aussi assez sévère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont financé une opération sur base d'un devis qui manifestement engageait l'entreprise à construire la maison individuelle des maîtres d'ouvrage, eh bien, il aurait fallu avoir un contrat de construction de maison individuelle. Et sur ce dossier-ci, c'était un sans fourniture de plan, puisque les maîtres d'ouvrage avaient fait à côté appel à un architecte pour réaliser les plans. Un architecte d'ailleurs qui s'était porté sur le chantier, qui avait constaté des tas de malfaçons, qui avait déjà élaboré un rapport d'expertise. Donc, la banque qui est condamnée en appel
la banque fait appel, pardon. Donc la banque est condamnée devant le tribunal de grande instance de Paris. La banque fait appel et l'arrêt confirme la faute de la banque. Mais elle confirme le principe de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Mais, deuxièmement, donc vous savez qu'il y a toujours 2 points. Il y a le principe de la responsabilité de la banque et il y a la condamnation. Et là, l'arrêt de cour d'appel, lui, réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris sur l'évaluation du préjudice. Pourquoi? Parce que le TGI de Paris avait dit la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil. Il aurait dû informer le maître d'ouvrage il fallait un CCMI dans ce dossier, et peu importe que les MO soient allés signer après avec l'entreprise Y, ils auraient dû voir des devis de l'entreprise X qu'il fallait avoir un CCMI. Mais le TGI de Paris, lui, il avait uniquement condamné la banque à réparer le préjudice des maîtres d'ouvrage sur base d'une perte de chance. Et c'est là que la cour d'appel dit « Ah non, non seulement vous êtes en faute, la banque, mais moi, je vais retoquer, si je puis dire, l'arrêt du TGI qui ne vous condamne uniquement qu'à une perte de chance. Vous allez, monsieur le banquier, être condamné à réparer l'intégralité du préjudice parce que c'est un préjudice certain qui a été subi par les maîtres d'ouvrage. » Et là, le montant est beaucoup plus salé puisque on part au départ d'un financement de 150 000 € et on arrive à la condamnation de la somme de 234 917 €. Et tout ça est confirmé par la Cour de cassation. Alors, que dit précisément la Cour de cassation? Concernant la faute commise par la banque, la Cour de cassation conclut que, compte tenu des pièces remises au banquier, l'opération financée correspondait de façon manifeste pour un professionnel. Donc, ça fait écho à ce que le premier arrêt de Cour de cassation qu'on vient de voir disait. Le banquier est un professionnel du financement immobilier. Donc, cette opération correspondait de façon manifeste pour un professionnel à la construction d'une maison individuelle et qu'en s'abstenant d'informer les emprunteurs du risque qu'ils encouraient en cas de conclusion d'un contrat sans garantie de livraison, la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil. Donc, elle confirme le principe de la responsabilité de la faute de la banque. Et en ce qui concerne son préjudice, elle dit, dès lors que la Cour d'appel avait à juste titre retenu le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, elle a déduit que sa faute avait causé aux emprunteurs un préjudice certain consistant en la perte du bénéfice d'une garantie de livraison à prix et délai convenu. Donc, la banque a financé, il aurait fallu un contrat de construction de maison individuelle, il y a eu un abandon de chantier, il y a eu des malfaçons. Eh bien, la banque est traduite en justice par les maîtres d'ouvrage pour manquement à son devoir d'information et de conseil, et la banque est condamnée ici à d'abord sur le principe de sa faute et ensuite à condamner à rembourser et à payer le préjudice qui a été subi par les maîtres d'ouvrage. Et ce préjudice est évalué à combien? Eh bien là, comme je vous disais au début, il y a eu énormément de malfaçons sur ce chantier. Il y avait un défaut d'implantation, il y avait un problème de réalisation de drainage, il y avait des désordres affectant la charpente qui n'avaient pas été terminés, il y avait des soucis de ravalement. Donc tout ça, eh bien, ça fait 18 084, 68 774, 14 268, 2880, rien que pour je dirais, le préjudice dû à des malfaçons. Ensuite, 780 € pour les honoraires du géomètre expert, suite au défaut d'implantation. Et puis, bien entendu, les pénalités de retard, parce que naturellement, dans un dossier comme celui-là, on a toujours, évidemment, un retard de livraison, si je puis dire, si on peut parler de livraison ici. Et ensuite, les maîtres d'ouvrage avaient été obligés de se loger, alors que normalement, ils auraient dû rentrer dans leur maison, 49 000 €. Et enfin, une facture de matériaux qui a été réglée par les maîtres d'ouvrage au constructeur défaillant et qui est mis à charge de l'établissement bancaire prêteur. Et donc, ça fait un montant total de condamnation de 234 917 €, alors que, souvenez-vous, on était sur un financement de 150 000 €. Donc là, quand la banque est condamnée à réparer le préjudice certain, vous avez une décorrélation complète et totale de sa condamnation par rapport au montant du financement. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, il faut retenir encore une fois que le banquier, quand il finance une opération immobilière, il est considéré comme un professionnel et il doit absolument vérifier les engagements des entreprises dans les contrats qui font l'objet de la demande de financement avant de pouvoir financer. Voilà pour le deuxième cas. Et le cas suivant est un petit peu dans la même lignée puisque, cet autre cas de, juin 2023 met effectivement, à nouveau en évidence le fait que dans le cadre de ces études préalables et de ces obligations, de contrôle et de renseignement et de conseil, le prêteur ne doit pas s'attacher uniquement au nom d'un document qui lui est transmis, pour, la demande de financement, mais bien au contenu du document et de s'attacher à savoir quelles sont les responsabilités que prennent les uns et les autres dans l'organisation du chantier. Alors en effet, un troisième arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023, alors ça c'est du jamais vu, hein. 3 arrêts de Cour de cassation qui, on va le voir, confirment la condamnation des banques. C'est vraiment du jamais vu. Ça témoigne véritablement maintenant de la volonté des maîtres d'ouvrage qui sont, victimes, d'abandon de chantier, de malfaçon, d'aller chercher la responsabilité de tous les intervenants à leur opération de construction et notamment de l'établissement banquier prêteur. Voilà. Alors, dans ce dossier, en juillet 2013, nous avons des maîtres d'ouvrage qui signent un contrat intitulé Groupement d'artisans, contrat d'étude de faisabilité pour la construction d'une maison individuelle au prix de quasi 128 000 €. Groupement d'artisans, contrat d'étude de faisabilité. Voilà. En octobre 2013, signature de 2 contrats de prêt pour financer cette opération. En décembre 2014, rebelote, abandon de chantier de l'entreprise qui a été missionnée. En juillet 2019, la banque est assignée à nouveau pour manquement à son devoir d'information et de conseil et elle est assignée en indemnisation des préjudices qui sont subis par les maîtres d'ouvrage. La Cour d'appel de Douai, en 2021, condamne la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil parce qu'elle considère que le contrat financé devait être un CCMI avec fourniture de plan. Et donc, comment est-ce qu'elle justifie ça? En fait, il y avait une contradiction finalement entre l'intitulé du contrat, contrat d'étude de faisabilité. Bon, bah, je fais une étude de faisabilité pour autant, est-ce que je m'engage à réaliser des travaux? Eh bien, en réalité, oui, dans ce dossier. En fait, à l'intérieur du contrat, il y avait des clauses qui étaient très claires et précises et qui démontraient bien l'engagement de la société, en réalité, de réaliser les plans et de réaliser la totalité de la construction, même s'il était noté contrat d'étude de faisabilité. Et donc la Cour d'appel, elle dit, enfin, la Cour de cassation reprend ce que la Cour d'appel a écrit. La Cour d'appel a relevé la contradiction entre l'intitulé du contrat et ses clauses claires et précises. Elle a donc pu en déduire que la banque, encore une fois étant professionnelle du financement des opérations de construction immobilière, n'avait pas pu se méprendre sur la qualification du contrat de construction de maison individuelle. Et la banque n'avait pas alerté les emprunteurs du risque qu'ils encouraient en cas de conclusion d'un contrat sans garantie de livraison. Et bien là, elle a manqué à son devoir d'information et de conseil. Donc, moralité des choses, il ne suffit pas de regarder l'intitulé du contrat que vous financez, il faut véritablement faire un travail d'examen et d'analyse de ce à quoi chacun s'engage. Et si ça avait été fait, eh bien la banque, elle aurait dû se rendre compte que sous l'appellation contrat d'étude de faisabilité, qui n'était pas du tout une appellation correcte là pour le coup, eh bien en fait se cachait véritablement un engagement de construire une maison individuelle pour des maîtres d'ouvrage qui ont pour le coup droit à avoir le contrat de construction de maison individuelle et les garanties qui vont bien. Du coup, la banque s'est pourvue en cassation et le pourvoi de la banque a été rejeté et la banque a été définitivement condamnée sur ce dossier au titre de son devoir de renseignement et de conseil à indemniser le préjudice qui a été subi par les maîtres d'ouvrage. Voilà pour ce troisième arrêt de Cour de cassation. Merci Anne.
On va passer donc au dernier cas qu'on voulait vous présenter, donc un cas de septembre 2023, qui appelle à la vigilance, sur, les mentions qui peuvent apparaître dans les actes de prêt. En effet, donc ici, on est sur un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens qui est quand même très récent puisqu'il date du 12 septembre 2023. Et là, on est sur le financement de 2 contrats de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan, pour le coup. Donc ici, on n'est pas sur un devis ou un contrat d'étude de faisabilité ou un contrat d'entreprise ou un marché de travaux. On a vraiment deux CCMI qui ont été signés donc par une SCI qui est constituée de monsieur et madame et des parents de madame. Donc pour 2 CCMI pour la construction de 2 maisons individuelles pour le prix de 362 214 €. Et donc, ça, c'était en 2011. En 2011-2012, il y a la signature d'un contrat de prêt avec un établissement bancaire, donc pour financer ces 362 000 €. Et dans l'acte notarié, il y a une mention. Nous rappelons que conformément à la loi, la banque ne pourra effectuer aucun déblocage de fonds sans fourniture du permis de construire, de la garantie de livraison à prix et délai convenu et de l'assurance dommage-ouvrage. Voilà. Finalement, la banque, elle débloque les fonds sans obtention de la garantie de livraison. Je précise qu'on est dans le cadre d'un CCMI sans fourniture de plan. Fin 2012, il y a 2 nouveaux CCMI qui sont signés pour un montant total de 420 214 €, mais c'est avec la même entreprise. En 2013, malheureusement, le constructeur ne termine pas le chantier. Les maîtres d'ouvrage emménagent quand même dans leur maison, mais ils découvrent de nombreux désordres et malfaçons. Donc en 2014, l'histoire se répète, ils désignent un expert judiciaire, ils font désigner par le tribunal un expert judiciaire et le rapport d'expertise conclut au fait que la société en question qui s'est engagée et qui a signé les contrats de construction doit finalement, pour terminer complètement la maison et avoir une maison en bonne et due forme, enfin 2 maisons en bonne et due forme puisque c'était 2 CCMI, elle doit 224 808 € au maître d'ouvrage. Sauf que l'entreprise en question, elle a disparu. En 2016, les maîtres d'ouvrage décident d'assigner la banque au fond, demandent qu'elle soit condamnée à réparer leur préjudice pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Le premier tribunal, le TGI de Senlis, il considère qu'il n'est pas démontré de faute de la banque. Et donc, les maîtres d'ouvrage sont déboutés d'abord de leur demande de nullité de CCMI, parce qu'il n'y avait pas de garantie de livraison, et c'est ce qu'ils avaient invoqué devant le tribunal, et ils sont déboutés de leur action envers la banque, qui avait été introduite, je vous le rappelle, pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Et ça vient devant la cour d'appel d'Amiens, parce que les maîtres d'ouvrage persistent, et la cour d'appel rejette également la demande des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage persévèrent, vont en cassation, et là, patatras, la Cour de cassation, elle casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens. Et elle retient la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Alors, finalement, que s'est-il passé? Vous vous souvenez que dans ce dossier, on est dans un CCMI sans fourniture de plan. Dans un CCMI sans fourniture de plan, il n'y a pas la réglementation légale qu'il y a dans les CCMI avec fourniture de plan et qui dit « Monsieur le banquier, il vous est interdit de débloquer les fonds sans obtention de garantie de livraison à prix et délai convenu. » Ça, c'est la loi. En revanche, dans les contrats et dans l'acte de prêt, il était bien noté. Nous rappelons que la banque ne pourra effectuer aucun déblocage sans fourniture du permis, de l'assurance dommage-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délai convenu. Donc, en fait, la banque s'était contractuellement engagée à obtenir la garantie de livraison à prix et délai convenu avant de débloquer les fonds. Ce n'était pas expressément marqué dans la loi parce qu'on est dans un sans fourniture de plan, mais c'était marqué dans le contrat. Et c'est ce que la Cour de cassation a retenu. Et la banque disait, non mais attendez, c'est une clause de style, elle se défendait comme ça.
c'est une clause de style, on est dans un CCMI sans fourniture de plan, ça n'a pas lieu d'être. Et la Cour de cassation a balayé tout ça, a cassé l'arrêt. Et dans cette mesure-là, quand elle casse l'arrêt, l'affaire revient une seconde fois devant la Cour d'appel d'Amiens, mais cette fois constituée par d'autres juges. Et la Cour d'appel d'Amiens, qui est à nouveau saisie, doit évidemment se conformer à ce que la Cour de cassation a dit, c'est-à-dire qu'elle a retenu la responsabilité de la banque. Et dans ce cadre-là, le 12 septembre 2023, la Cour d'appel d'Amiens a condamné la banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil et l'a condamné à réparer le préjudice intégral du maître d'ouvrage qui s'analyse on est sur un montant d'à peu près 200 000 €. Donc, en fait, dans l'acte notarié de prêt, il est indiqué, nous rappelons que conformément à la loi, la banque ne pourra effectuer aucun déblocage sans fourniture de la garantie de livraison à prix délai convenu notamment. Donc, la banque s'étant engagée à ça, elle n'aurait pas dû débloquer les fonds sans garantie de livraison. Et ce n'était pas la peine pour la banque de dire c'est une clause de style, ça n'a pas lieu d'être, etc. Et donc, la Cour d'appel d'Amiens poursuit. La banque professionnelle du crédit immobilier, une fois plus, ça fait la 4e fois qu'on le lit, qui a donné son accord de prêt après avoir eu en main des contrats de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan, et qui a dirigé la rédaction de l'acte de prêt, ne peut soutenir que cette clause est une simple clause de style, n'ayant pas d'objet en présence d'un contrat sans fourniture de plan. Il s'agit là d'un engagement explicite qui a valeur obligatoire entre les parties. Donc, moralité des choses, faire très attention à ce qui est écrit dans vos actes de prêt et aux engagements pris par la banque dans les actes de prêt. Il y avait un autre point, c'est que il apparaît qu'en réalité, la banque, elle avait procédé à une vérification d'une attestation d'assurance qui lui avait été soumise, même une deuxième. Mais en réalité, l'attestation qui lui avait été soumise, c'était une attestation de la MAF, qui est en fait une attestation responsabilité civile, professionnelle et décennale de l'entreprise. Ça n'avait rien à voir avec une garantie de livraison. Ça, c'était le premier document. Et le second document, manifestement, l'entreprise s'était fait une petite attestation de garantie de livraison à elle-même, ce qui n'a évidemment, qui est tout sauf légal. Vous savez bien qu'une garantie de livraison à prix délai convenu est donnée par un organisme agréé extérieur au constructeur et qui va intervenir en cas de défaillance du constructeur. C'est ça la vraie protection du maître d'ouvrage au niveau du CCMI. Et donc là, la banque s'était engagée à ne pas débloquer les fonds sans garantie de livraison. 2, elle a procédé à la vérification de documents, mais en réalité, elle a commis une faute dans sa vérification. Et c'est ce que la Cour de cassation et ensuite le second arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 12 septembre 2023 retient. Et du coup, eh bien, la banque, elle est condamnée, alors qu'au démarrage, elle avait eu finalement un premier arrêt, un premier jugement qui allait en sa faveur, un premier arrêt de la Cour d'appel qui allait en sa faveur, et puis évidemment, ça s'est retourné au niveau de la Cour de cassation, et ensuite, en retour, au niveau de la Cour d'appel d'Amiens. Et donc, en fin de compte, la banque est condamnée à payer la somme totale de 215 832 € au maître d'ouvrage. D'abord, 167 000 € au titre du coût de la finition de la construction. C'est vrai que dans cette affaire-là, les maîtres d'ouvrage avaient emménagé dans leur maison, mais elle n'était pas du tout terminée. 44 813 € au titre des pénalités de retard, ça c'est toujours pareil. Bien entendu, un abandon de chantier et des malfaçons, ça retarde considérablement la livraison, si on peut parler de livraison, et puis 4 000 € au titre de l'article 700. Voilà pour ce 4e arrêt. Effectivement, on voit que cette année 2023 est riche en jurisprudence et en condamnation des établissements prêteurs. Ça invite vraiment à la vigilance sur vos obligations de contrôle et de renseignement et de conseil. Ce qu'on peut dire pour conclure, et après on répondra à vos questions sur les risques. Quels sont les risques aux différents intervenants en cas de litige?
Pour la banque, tout d'abord, eh bien, c'est le montant des condamnations, hein, qui, on l'a vu, est complètement décorrélé, hein, du montant du prêt. Le montant de la condamnation permet de couvrir les frais de relogement, on l'a vu, les démolitions ou reconstructions, les indemnités qui vont avec. Et ce montant, voilà, n'est pas limité du tout et ni corrélé au montant du prêt. L'autre risque, c'est la suspension des remboursements de la part de l'emprunteur. C'est également le risque de l'annulation du contrat de prêt, puisqu'en cas d'annulation du contrat principal, cela peut entraîner l'annulation du contrat accessoire qui est le contrat de prêt. L'autre risque également, c'est bien sûr un risque d'image véhiculé par l'emprunteur qui serait mécontent. Le risque pour l'entreprise qui ne se mettrait pas en conformité aux exigences de la loi de 90, eh bien, c'est tout d'abord un risque pénal pour le dirigeant à titre personnel. C'est souvent méconnu, hein, de la part des dirigeants d'entreprise. L'autre risque, eh bien, c'est la solidité financière de l'entreprise à faire face à la condamnation qui pourrait lui incomber. Il est très souvent impossible pour l'entreprise d'absorber la condamnation. L'entreprise, dans certains cas, est aussi en liquidation judiciaire au moment de la condamnation. Et la banque est souvent condamnée solidairement auprès de l'entreprise pour recouvrir la condamnation. En ce qui concerne le maître d'ouvrage, de son côté, eh bien, il va avoir des difficultés, bien sûr, à faire face à ces échéances de prêt. Pendant la période du litige, il va devoir se reloger et puis faire face à différents frais et vivre avec les différents dommages, des conséquences morales qui vont aussi être assez importantes pour lui, bien sûr. Parfois des avances de frais aussi, hein, pendant la procédure. Donc les conséquences financières et morales pour le maître d'ouvrage sont en général aussi assez lourdes. On en a fini donc avec la présentation. N'hésitez pas donc à poser vos questions via l'espace de discussion. Alors, il y a déjà une première question qui est posée. Ce qui est reproché à la banque est le défaut de conseil. Si la banque avait fait signer une décharge avertissant le client, est-ce que cela aurait suffi? Alors, très bonne question. On voit bien que ça a ses limites. Dans le tout premier cas, et on a déjà connu un cas comme ça en 2021, on s'aperçoit que certains cas de jurisprudence refusent cette décharge et refusent de valider la décharge qui est faite pour couvrir le devoir d'enseignement, l'obligation de renseignement et de conseil de la banque. En fait, c'est véritablement au cas par cas. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé dans certains cas, mais on voit bien que ça ne peut pas être utilisé systématiquement. Le premier cas que nous avons vu tout à l'heure était véritablement flagrant, puisque dans le premier cas, il y avait dans l'acte de prêt et dans l'acte notarié une clause qui indiquait « Monsieur le maître d'ouvrage, vous avez été déclaré parfaitement informé et à la fois par le banquier et à la fois par le notaire que vous ne bénéficiez pas du CCMI et de la garantie de livraison, et donc vous en faites votre affaire personnelle. » Eh bien, la Cour de cassation a balayé tout ça. Donc, cet outil-là, à manier avec très grande précaution. Je ne dirais pas qu'il ne peut jamais être utilisé, mais ça dépend, au cas par cas. Je vous invite donc à poser vos questions via l'espace de discussion. Si toutefois certains doivent nous quitter, vous avez ici les coordonnées pour nous joindre si vous voulez creuser certains sujets avec nous et aller plus loin dans les échanges sur ce sujet-là. Une autre question, les cas présentés concernent des constructions. Quel est le cadre réglementaire pour les extensions? Alors, bonne question aussi. Le cadre réglementaire pour les extensions, on sait bien que s'il y a, à l'heure qu'il est, il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2013 qui dit que quand c'est une extension, ça ne relève pas de la loi de 90. Mais, nous avons déjà eu des cas de jurisprudence qui, avec une extension consistant
une véritable, alors soit en la création d'une nouvelle unité d'habitation, soit dans une extension qui génère des gros travaux de construction, et bien dans ces cas-là, on est vraiment sur la tranche. Ça, encore une fois, il faut à chaque fois regarder dans chaque dossier quel est l'existant, quelle est l'extension, à quoi servent actuellement ce qui est existant, à quoi va servir l'extension, et à partir de là, on vérifie si on est véritablement dans une extension qui ne nécessite pas la mise en place d'un contrat de construction, ou bien sur je dirais, une fausse extension qui nécessiterait la mise en place d'un contrat de construction. Ça, c'est spécifiquement le travail des analyses de Verifimo pour dire où on est dans un cas ou on est dans l'autre. Merci Anne. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à les poser via l'espace de discussion. À noter effectivement, le replay de ce webinaire sera mis à disposition dès qu'il sera disponible. Une adresse mail pour communiquer avec nous si vous voulez aller plus loin sur les échanges, c'est donc communication@verifimo.com. En tout cas, merci à tous de votre présence ce matin. N'hésitez pas à revenir vers nous. On espérera que ce webinaire ait répondu à vos attentes. N'hésitez pas à faire part de sujets que vous souhaiteriez voir abordés également, si vous avez des sujets en tête. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Anne. Merci à tous. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée.